On va passer aux questions. Juste 2 points. Depuis ce matin, le document du hors-série s'approprier le débat est disponible sur le site de l'Espace Éthique, espace-éthique.org. Donc il est désormais mis à disposition. De plus, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il y avait un peu plus de documentation du Centre national la fin de vie et des soins palliatifs. Donc c'est pas le cas pour la documentation physique, mais vous les trouvez sur le site du Centre national, pardonfindevie.fr, et donc vous trouvez toutes les ressources qui étaient mises à disposition ici. Voilà. On peut passer aux questions. Oui. Merci beaucoup pour cet échange. Je suis quand même un peu étonnée sur ce que vous dites autour de la pente glissante, parce que je crois qu'il ne faut pas se fermer les yeux, quoi. Il peut y avoir de la pente glissante, et je pense notamment, j'aurais cité des chiffres en Belgique, sans citer les euthanasies clandestines. Et là, il y a des études qui le disent, qu'il y a 30% des euthanasies qui ne seraient pas déclarées en Flandre, qui concentrent le plus grand nombre d'euthanasies. Mais surtout, on voit, moi je vais souvent en Belgique, on voit une pente vers les cas psychiatriques et les cas pour souffrance psychologique. Et j'ai été très frappée, là, il y a eu d'ailleurs ça a été médiatisé en France, le cas d'une femme, c'est dramatique, qui a été violée et qui finalement a obtenu un droit à une possibilité d'euthanasie. Donc c'était en 2016. Et elle explique que son fils a fait une lettre ouverte et elle explique qu'elle manquait d'argent pour être soignée dans la durée. Et on retrouve la même chose au Canada aussi. Il y a eu beaucoup de choses dans les médias canadiens de personnes justement qui n'avaient moins d'argent, qui étaient défavorisées. Et du côté, alors on n'est pas dans le même système en France, hein, mais au Canada où ils manquaient d'argent et demandaient l'euthanasie alors qu'ils auraient aimé continuer à vivre. Donc je pense qu'il y a des vrais cas de pente glissante. Je peux répondre tout de suite. Là, on n'est pas, désolé, sur des cas de pente glissante. Là, on est sur des cas d'abus. Sur des cas d'abus qui vont contre la loi. Si on a un système qui met en place, encore une fois, des critères d'éligibilité qui sont clairs, des garde-fous qui sont définis avec des entretiens, avec évidemment un médecin, avec un psychiatre, dès lors qu'il y a un risque d'une possible pathologie, dès lors qu'il y a un système de contrôle précis, et encore une fois, peut-être qu'en France, on ne sera jamais sur cette logique, peut-être qu'en France, on restera sur le statu quo. Mais moi, je suis vraiment confiante sur le fait que si par hasard le Parlement devait débattre et aller vers la promotion d'une nouvelle loi, mais il serait capable aussi d'associer tous les critères, tous les dispositifs qui permettent de contrôler une situation comme celle-ci, et pas de la laisser à la réflexion ou au bon sens de ceux qui l'adoptent. Madame, je vous mets en garde contre les prétentions qui consistent à dire qu'il y aurait 30% ou 40% d'illégalité, parce que la difficulté à faire la preuve d'une illégalité, excusez-moi, c'est quand même un gros problème. Donc, qu'il y ait des personnes qui soient opposées à ce type de démarche, je comprends très bien. Il y a une chose que je voudrais ajouter, que je n'ai peut-être pas assez dite, c'est que comment dire, je l'ai dit de manière ténue, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des choix, des possibilités diversifiées qui soient offertes aux personnes, y compris aussi aux médecins. Et je voudrais quand même rappeler que dans ce cas précis, le vote d'une loi est nécessaire, ce que j'ai envie de vous dire. Parce que le discours qu'on entend tout le temps, ah les lois, c'est vrai qu'il y en a, on peut se poser des questions sur parfois ce que j'appelle la production diarrhéique de textes par l'État français, mais il se trouve que c'est prévu dans... Bref, excusez-moi. Il se trouve que, et c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, on ne peut statuer, il faut une loi pour fixer des peines ou décider que tel comportement ne sera pas puni. Donc c'est indispensable et c'est très bien.
Alors après, il y a des systèmes de contrôle. Et c'est pour ça que j'ai dit en conclusion, je pense qu'il n'y a pas lieu d'opposer les soins palliatifs à l'aide active à mourir. Ça correspond à d'autres hypothèses, et encore une fois, ce ne sera pas un droit. Je tiens à citer. Monsieur, je voulais vous dire quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans votre exposé. J'ai mis du temps à comprendre, à force de travailler avec les médecins. Vous avez une particularité qui est votre capacité de faire des qualifications. C'est-à-dire que quand vous dites que le diagnostic c'est ça, c'est une qualification. Quand vous dites on ne va pas dans cette hypothèse, je vais décider ceci plutôt que cela, effectivement vous allez appliquer un texte plutôt qu'un autre, et c'est votre force. Merci. Et c'est sans doute cela qui vous est contesté par toute une série de patients qui pensent que ça remet en cause leur propre liberté. Donc ça nécessite, je pense, d'être retravaillé et discuté. Merci à tous les trois. Alors, je ne sais pas si on se présente. Moi, j'ai une force, je suis médecin. Je suis neurologue. Je suis neurologue clinicienne, neurologue au centre d'éthique clinique de la PHP, ex-chargée de mission au Centre national de soins palliatifs et de la fin de vie. Et je voulais faire quelques remarques, puisqu'il était question aussi de partir de la loi actuelle pour envisager pourquoi éventuellement on est dans cette réflexion sur l'évolution vers l'aide active à mourir, et notamment pour rebondir sur votre premier témoignage, ou du moins le deuxième témoignage de votre série 3, qui illustre assez bien en fait cette espèce d'entre-deux dans lequel on est aujourd'hui, de ce changement de paradigme qui a été introduit par la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à savoir qu'une personne puisse demander. Alors c'est la demande conditionnelle qui est équivalent à un droit, qui est le droit de demander une sédation profonde sous condition, peut-être vous pourrez le préciser, est-ce que c'est une demande, est-ce que c'est un droit. Néanmoins, dans la situation où effectivement cette personne demande un arrêt de ses traitements qui la maintenait en vie, qui n'était pas en fin de vie, mais les traitements qu'elle recevait potentiellement lui permettaient d'être maintenue en vie et décide d'un arrêt de traitement avec, comme vous l'avez précisé, une demande de mort. En tout cas, ça peut être une demande de mort clairement explicitée et qui nous a fait basculer dans effectivement quelque chose qui s'apparente à un accompagnement d'aide active à mourir, au point même qu'il y a un rituel qui est né dans nos services quand on est face à ces demandes. À ce moment-là, je décide qu'on arrête mon traitement, d'être endormi profondément. Je vais décider qui est à mes côtés, je vais décider de l'heure, je vais décider du jour. Et ça, c'est quelque chose auquel nous n'avions absolument pas été confrontés. Donc nous avons basculé dans un accompagnement d'aide active à mourir, qu'on le veuille ou non. Et quoi qu'il en soit, c'est aussi ce qui fait de cette législation française une exception. Puisque partout ailleurs, les sédations profondes existent, mais elles ne sont pas un droit du malade. Elles sont une pratique médicale face à une souffrance réfractaire, ce qui n'est pas du tout le cadre actuel de la législation française. Et quoi qu'on en dise, néanmoins, même si cette loi a ouvert quelque chose qui était un possible accompagnement d'une demande d'aide active à mourir, il y a des situations qui ne rentrent pas dans ce cadre, puisque les personnes ne sont pas dans ce pronostic vital engagé à court terme. Et je le rappelle, la loi n'a pas précisé ce court terme. Elle n'a pas dit quelques heures, quelques jours, quelques semaines. C'est la HAS qui l'a précisé. Ça laissait un certain degré d'appréciation dans le colloque entre la personne souffrante demandant à être accompagnée et le professionnel de santé qui pouvait y répondre. Donc ça, c'était ma première remarque. Il y a, quoi qu'on en dise, déjà quelque chose qui apparentait à une demande d'aide active à mourir, un accompagnement possible dans ce cadre, un certain nombre de personnes qui ne rentrent pas dans ce cadre, notamment parce qu'elles n'ont pas de traitement de maintien en vie, qui pourtant peuvent être dans des souffrances terribles. Je le dis d'autant plus que je suis neurologue et qui, contrairement à bon nombre d'autres spécialités, les années passent et je n'ai toujours pas de traitement qui permette de guérir les patients que je suis et qui n'ont pas non plus été finalement totalement modifiés dans leur parcours de fin de vie, si ce n'est par la nutrition artificielle qui pose un vrai problème. Quand soit ils n'en veulent pas, soit demandent qu'on l'arrête, parce que les conditions d'accompagnement en sédation profonde qui durent longtemps sont des conditions terribles. Pour les proches, évidemment, pour les soignants, et j'espère pas pour le patient. Même si on s'écoute d'un certain temps, c'est difficile de les maintenir endormis profondément comme ils le souhaitaient. Je voulais faire une petite remarque sur aussi, moi je comprends rien à dépénalisation, légalisation.
Juste peut-être que vous nous explicitiez ce qu'il en est finalement des procès qui peuvent avoir eu lieu quand un tiers avait aidé une personne à mourir et qu'il avait été relaxé au nom de l'acte de nécessité, de l'état de nécessité. Face à une souffrance telle, on a répondu à cette demande parce qu'on avait caractérisé l'état de nécessité. Et enfin, je voulais compléter les pentes glissantes présumées sur celle qu'on entend souvent aussi, qui serait qu'aller vers une aide active à mourir, finalement, serait un très mauvais signal pour l'essor des soins palliatifs. Et rappeler que dans les pays qui ont dépénalisé, notamment au Canada, les chiffres qui sont à notre disposition montrent que l'immense majorité des patients qui demandent une aide active à mourir sont dans un parcours de soins palliatifs, puisque c'est plus de 80% d'entre eux, et avec des soins palliatifs pour la moitié d'entre eux qui sont là depuis plus d'un mois. Et que par ailleurs, ceux qui n'ont pas de soins palliatifs au moment où ils font une aide active à mourir sont très souvent des patients neurologiques, avec des handicaps, qui finalement répondent plus à un problème de dépendance qu'à un problème de souffrance physique qui n'aurait pas été prise en compte. Quand je pourrais étendre aussi sur ce que je sais des demandes d'aide active à mourir au sein des personnes touchées par les maladies neurologiques, puisque rappelons-le quand même, la première motivation des demandes d'aide active à mourir, c'est la perte d'autonomie. C'est pas le fait de peser sur ses proches. C'est la perte d'autonomie, c'est de ne plus pouvoir rien faire. Voilà, c'était juste peut-être une question de précision juridique et une précision sur les pentes glissantes, et puis voilà, rappeler qu'on y est déjà dans l'aide active à mourir. Quand vous avez été très long, madame, donne votre question d'abord, parce que bonjour. Moi, j'avais bien entendu que vous disiez qu'il fallait une loi. Mais je m'interroge vraiment sur la capacité qu'on aurait à faire une loi, sachant que c'est tellement plus compliqué que du temps de Leonetti. La loi Leonetti, elle était, de mon point de vue, assez simple à faire, puisqu'on a complètement occulté le fait que faim était un mot polysémique et que vie était un mot polysémique. On a considéré que la partie physiologique de cet aspect, donc estimée par le médecin. Et il me semble aussi que quand il n'y a pas de loi, mais des dispositions consensuelles, ça donne plus de liberté justement aux professionnels de santé, mais aussi du coup aux familles, de se positionner par rapport à ce problème, puisque je ne vois pas comment on peut mettre toutes les nuances et tous les cas prévus, enfin comment on peut prévoir tous les cas dans une loi. Ou alors, il faut faire une loi sur seulement ce qui est interdit et tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais vraiment, j'ai des doutes sur la possibilité de légiférer d'une façon trop précise si on recherche vraiment des progrès et une efficacité dans ce domaine. La dépénalisation, madame, consiste à décider que ce qui jusqu'à présent était une infraction cesse de l'être. Ça a été par exemple le cas en France de l'adultère, mais de l'adultère de la femme, parce qu'il n'y avait pas celui du mari. Donc là, on décide que ça cesse d'être une infraction. Donc ce que je vous ai dit, c'est que jamais le système français ne décidera que le meurtre n'est pas une infraction. Et je vous ai dit, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de prévoir des conditions qui permettront de ne pas poursuivre les médecins, ce qui est déjà le cas d'une partie de la loi Leonetti. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Alors maintenant, pour répondre à cette idée qu'une loi ne peut jamais répondre au cas particulier, là on est dans un domaine qui est le domaine pénal, et donc il s'agit de dire à quelles conditions, et de les fixer, tel acte, parce qu'il s'agit d'un acte sur une personne, ne sera pas pénalement répréhensible. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des États qui ont réussi à rédiger des textes de qualité. Et dernier point, autoriser quelqu'un à faire une demande qui est conditionnée, ce n'est pas un droit. Un droit, c'est une prérogative positive que vous pouvez opposer à quelqu'un, et si j'avais le droit, qui signifie que lorsque j'en fais la demande, lorsque j'excite du droit, vous devez vous exécuter. Là, c'est pas ça. Et dans le système, et je m'arrête là, vous avez deux types de situations.
Soit la personne se sent malade et elle va voir un médecin, ça m'est arrivé plusieurs fois et je l'ai béni parce qu'ils m'ont soigné et opéré et ça s'est très bien passé. Soit on est dans des situations très particulières où là, il y a des conditions, c'est le cas de l'IVG, c'est le cas de, de tout ce qui est transplantation, etc. Il y a des conditions, en génétique également. Donc il s'agit de ça, c'est une demande conditionnée, alors que d'habitude, c'est une relation. Il y a Canguilhem qui a très bien écrit là-dessus, qui dit que la médecine est une activité humaine qui répond à la demande d'une personne qui s'estime malade. Et dans les cas que nous avons discutés cet après-midi, il ne s'agit pas de ça. Et c'est pour ça qu'on a effectivement des textes très complexes, avec des conditions. Et je rappelle que, je répète, le droit, c'est le produit du politique. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la faculté de droit a été ouverte en dernier aux femmes, parce que tout de même, on n'allait pas laisser ces êtres très problématiques s'occuper de questions politiques. Voilà. Bon, pareil. Merci beaucoup.